L'Ukraine se dirige vers la victoire. Du moins c'est l'avis d'un nombre croissant de responsables occidentaux, d'analystes, de médias, et bien sûr, de responsables ukrainiens. Alors que la guerre en Ukraine entre dans son 5e été, de nombreux experts sont de plus en plus convaincus que l'Ukraine n'a pas seulement pris l'initiative, mais aussi de la victoire elle-même. Comme le dit Patrick Tucker, rédacteur en chef sciences et technologies pour le média de défense américain, Defense One, l'Ukraine ne fait pas que survivre à sa guerre éprouvante avec la Russie. Elle prospère même à certains égards, et pourrait même être en voie de remporter la victoire. Mais est-ce exact ? Les années précédentes, nous avons vu des vagues d'optimisme similaires concernant les perspectives de l'Ukraine qui se sont révélées manifestement prématurées. Par exemple, lors de la contre-offensive de l'Ukraine, dans l'oblast de Kharkiv, en 2022, puis au début de sa contre-offensive de 2023 dans les oblasts de Zaporijia et de Kherson. Lors de son incursion dans la région de Koursk en Russie en 2024 et pendant la crise du carburant à l'intérieur de la Russie, provoquée par les frappes ukrainiennes sur les infrastructures énergétiques durant l'été 2025. Dans chacun de ces cas, l'avantage de l'Ukraine s'est avéré temporaire. Et dans le cas de la contre-offensive de 2023 et de l'incursion à Koursk, cela s'est finalement transformé en lourde défaite. Mais cette fois, cela pourrait être différent. L'Ukraine a considérablement augmenté les enjeux ces derniers mois et a déployé quelque chose de si avancé que cela pourrait indiquer au président russe Vladimir Poutine que la guerre est terminée et pas en sa faveur. Nous parlons ici de quelque chose de totalement science-fiction, des robots de combat humanoïdes. Nous savons déjà que les drones ont eu un impact majeur sur le champ de bataille. Les forces ukrainiennes ont nettement accru le nombre et la portée de leurs frappes de missiles et drones à l'intérieur de la Russie. Une vague de nouveaux systèmes d'armes avancés est entrée en jeu, et d'autres sont introduits en permanence, et les résultats semblent justifier la confiance dans les perspectives de l'Ukraine. L'Ukraine cible maintenant chaque jour des infrastructures militaires, énergétiques et des routes logistiques russes clés. Sa nouvelle gamme de drones d'attaque de moyenne portée, comme le Frelon, a transformé l'autoroute clé de Novorossiya en une route de la mort. L'autoroute est la principale artère reliant la Crimée occupée au territoire russe, en passant par les oblasts occupés de Kherson, Zaporijia, Donetsk et Louhansk. Les frappes ukrainiennes ont laissé des dizaines de véhicules militaires russes, camions-citernes et autres véhicules calcinés, ainsi que des stations-service, infrastructures ferroviaires et ponts le long de la route. En conséquence, la Crimée traverse actuellement une grave crise du carburant. Les habitants sont limités à 20 litres de carburant par jour, avec d'énormes files d'attente, alors que les Criméens peinent à se procurer le précieux liquide. Les autorités anticipent aussi un effondrement total de la saison touristique estivale, source essentielle de revenus pour la péninsule. Cela pourrait n'être qu'un prélude à quelque chose de plus dramatique. Les spéculations russes et ukrainiennes s'intensifient, suggérant que ces événements sont plus qu'un simple coup économique et réputationnel pour la Russie. De plus en plus d'analystes pensent qu'il s'agit probablement d'une préparation à une tentative de l'Ukraine de débarquer des troupes sur la péninsule pour en prendre le contrôle. Parallèlement, les drones et missiles ukrainiens à longue portée frappent de plus en plus profondément le territoire russe, touchant des cibles majeures plus fréquemment. Les raffineries, installations de stockage, grandes usines militaro-industrielles et centres culturels emblématiques sont pilonnés. La nature de plus en plus audacieuse de ces frappes a été illustrée de façon saisissante récemment à Saint-Pétersbourg, la deuxième ville la plus importante de Russie. Lors du Forum économique international de Saint-Pétersbourg, le principal rassemblement économique de la Russie, considéré par beaucoup comme le Davos russe, l'Ukraine a attaqué la ville avec des dizaines de drones. Une corvette russe baptisée Boïki a été touchée dans une cale sèche du port de l'île de Kronstadt, provoquant un incendie et probablement d'importants dégâts. Le terminal pétrolier de Saint-Pétersbourg, l'un des plus grands complexes de transbordement de pétrole du nord-ouest de la Russie, a également pris feu. Les autorités russes affirment que des débris provenant d'un drone ennemi abattu ont provoqué un important incendie, qui a coûté la vie à 2 pompiers. Des panaches de fumée visibles depuis le site de la conférence ont amené des observateurs ukrainiens et occidentaux à affirmer que les frappes l'avaient perturbé. Cependant, aucun signe de perturbation n'était visible lors de l'événement lui-même. Personne ne courait vers les abris. Aucune panique, aucune session retardée, rien du tout. En fait, l'événement a attiré plus de 20 000 participants, venant de 130 pays, remettant en question les affirmations en Occident, selon lesquelles la guerre en Ukraine aurait isolé la Russie. La guerre a certes isolé la Russie de l'Occident, mais comme l'indiquant la récente visite très médiatisée de Vladimir Poutine en Chine, et la liste des invités au SPIEF,
cet isolement ne s'étend pas de manière significative aux 7/8 restants du monde. En effet, lors d'une séance plénière avec Vladimir Poutine, le ministre saoudien de l'énergie, Abdelaziz Ben Salman Al Saoud, a décrit les relations entre les deux nations comme étant « jusqu'à ce que la mort nous sépare ». Comme l'écrit Tucker, les infrastructures pétrolières au cœur du territoire russe ne sont plus en sécurité, donnant à Kiev un levier sur les revenus d'exportation de Moscou. Et à la mi-mai 2026, l'armée ukrainienne a frappé les raffineries de pétrole russes à 158 reprises au total, dont 24 des 33 raffineries russes capables de traiter plus d'1 million de tonnes de pétrole par an. Au moins 35 de ces frappes ont eu lieu en 2026, ce qui souligne la fréquence et la puissance croissante de ces attaques. Selon Reuters, presque toutes les grandes raffineries du centre de la Russie ont dû arrêter ou réduire leur production de carburant, soit environ un quart de la production nationale. Malheureusement pour l'Ukraine, cela n'a pas causé autant de dégâts qu'espéré, du moins pas encore. Malgré l'arrêt temporaire ou peut-être définitif des raffineries de Tuapse, Perm, Kourichi, Ryazan et Saratov, les revenus d'exportation de pétrole de la Russie ont en réalité augmenté. En mai 2026, le volume des livraisons maritimes de pétrole brut en provenance de Russie a atteint en moyenne 3,46 millions de barils par jour, soit une augmentation annuelle de 120 000 barils par rapport à 2025, et cela à un moment où les prix du pétrole ont explosé. La Russie a profité des attaques non provoquées des États-Unis et d'Israël contre l'Iran, qui a fermé le détroit d'Ormuz et ciblé les infrastructures énergétiques des États du Golfe hébergeant des bases américaines. Cela a entraîné un choc d'approvisionnement en pétrole et gaz, faisant flamber les prix et poussant les États-Unis à accorder des dérogations temporaires aux sanctions sur le pétrole russe. Au SPIEF, Poutine a également souligné que les revenus pétroliers n'étaient plus le moteur de l'économie russe comme ils l'étaient autrefois. Depuis 2022, la part des revenus du pétrole et du gaz est passée d'environ 40% à 23%. Bien que ce soit significatif, il serait faux d'affirmer que c'est crucial pour nous, a-t-il déclaré. C'est aussi un fait gênant, que l'Ukraine a encore beaucoup de chemin à parcourir avant de causer des dégâts comparables à ceux que la Russie a infligés aux raffineries de pétrole ukrainiennes. L'Ukraine avait une industrie du raffinage pétrolier prospère, couvrant jusqu'à la moitié de ses besoins en essence, mais ce n'est plus le cas. Le président du comité antimonopole d'Ukraine, Pavel Kirilenko, a déclaré au Parlement en mars que la raffinerie de pétrole de Kremenchuk avait complètement cessé ses activités à la suite des frappes de missiles et de drones russes. Le ministre de l'énergie, Denis Shmyhal, a ajouté que la raffinerie avait été touchée par 69 missiles et environ 260 drones. La raffinerie était la plus grande encore en activité en Ukraine. Les autres grandes raffineries d'Ukraine, à Lichev, Kherson et Drogobych, avaient déjà été détruites ou occupées. Par conséquent, l'Ukraine dépend désormais entièrement des importations pour son approvisionnement en carburant, s'approvisionnant principalement en essence et en diesel auprès de la Pologne, de la Lituanie, de la Roumanie et de la Grèce. Cependant, les analystes comme Tucker estiment que la guerre a basculé en faveur de l'Ukraine, et les dégâts infligés à l'industrie pétrolière et aux revenus russes n'en sont qu'une des raisons. Ils affirment aussi que l'Ukraine a pris l'initiative sur le champ de bataille, grâce à ce que Tucker décrit comme sa détermination à se concentrer sur l'IA et la robotique. L'Ukraine a développé des drones et des robots terrestres capables de tenir un territoire et même de le reprendre. Les robots terrestres ukrainiens assurent désormais 80% des tâches logistiques en première ligne, comme le transport d'explosifs et l'évacuation des blessés, et sont de plus en plus employés dans les combats directs. À l'été 2025, un seul robot télécommandé, TW-12,7 équipé d'une mitrailleuse, aurait tenu sa position pendant 45 jours. Selon un porte-parole du 3e corps d'armée, le robot et son opérateur, situés à environ 10 km de là, ont perturbé chaque tentative de percée et empêché toute infiltration ennemie, sans aucune perte du côté ukrainien. Mais tout cela passe à un niveau supérieur, voire 2 ou 3, avec les robots de combat humanoïdes. 2 robots humanoïdes, Phantom MK1, auraient été transférés en Ukraine pour des essais en février 2026. Ils ont surtout été testés pour des missions logistiques et d'approvisionnement en zone dangereuse, ce qui a montré, selon InterestingEngineering.com, le potentiel et les limites actuelles de la technologie. L'essai aurait démontré avec succès le potentiel de la plateforme pour des rôles de soutien en première ligne. Cependant,
Le Phantom MK1 est encore loin d'être un super soldat du champ de bataille, avec une capacité de charge utile limitée à environ 20 kg, aucune étanchéité, et une autonomie de batterie insuffisante pour une utilisation opérationnelle à grande échelle. Le fabricant américain du Phantom, Foundation, prévoit de remédier à ces lacunes avec le Phantom 2, qui devrait être envoyé en Ukraine plus tard en 2026 AK1. Le modèle amélioré devrait, selon les informations, posséder des capacités surhumaines et doubler la capacité de charge utile du Phantom MK1. Les développeurs rencontrent des défis similaires avec chaque système robotique, mais ceux-ci sont peu à peu résolus. Mais aux côtés des robots, il y a une autre technologie clé qui donne à l'Ukraine un avantage sur le champ de bataille et dans les airs, l'IA. L'utilisation de l'IA par l'armée ukrainienne est passée d'essais expérimentaux à des capacités opérationnelles essentielles en 2026 notamment, dans le commandement et le contrôle, le ciblage autonome et la coordination des essaims. Un nombre croissant de systèmes sans pilote sont contrôlés, du moins en partie, par des dizaines de produits d'IA, allant des modules de guidage sur les drones aériens aux aides à la décision au plus haut niveau. L'exemple le plus marquant est la suite logicielle Palantir, en particulier la plateforme Prisma qui a été déployée au sein de la principale direction du renseignement ukrainien, le HUR et d'autres unités de frappe. Prisma agrège en temps réel les données de milliers de drones, d'interceptions radar et d'images satellites en une seule vue opérationnelle, permettant aux opérateurs et aux bunkers dispersés de coordonner des frappes massives de drones simultanément. Les algorithmes du système analysent les points d'interception des vagues précédentes, les zones de couverture radar et la densité de la défense aérienne afin de calculer en temps réel les trajectoires de vol optimales. Il apprend à chaque mission et dirige de nouveaux drones à travers les failles des défenses russes que les planificateurs humains pourraient ignorer. Cela a été un facteur majeur dans l'efficacité croissante des frappes à longue portée de l'Ukraine. Un autre excellent exemple est le module TFL-TFL-1, qui permet à un drone kamikaze de fonctionner de manière autonome après qu'un humain a sélectionné sa cible, réduisant ainsi sa vulnérabilité au brouillage et à d'autres défenses. Son fabricant, l'entreprise ukrainienne. La 4e loi affirme que le TLF-TFL-1 rend un drone 4 fois plus susceptible d'atteindre sa cible. L'Ukraine et ses partenaires avancent également à grands pas sur de nouveaux concepts de défense hautement autonome contre les drones russes, combinant des capteurs ISR et l'IA pour détecter et identifier les drones ennemis plus rapidement et avec plus de certitude. Selon David Aloyan, secrétaire adjoint du Conseil national de sécurité et de défense de l'Ukraine, tous les systèmes sont interconnectés les uns avec les autres, et avec des personnes pour créer un réseau distribué, avec des drones intercepteurs à différents endroits qui peuvent être activés en cas de besoin. Un jour, il n'y aura plus qu'une dizaine de gars qui seront simplement responsables d'approuver les interceptions, et cela ira automatiquement directement vers la cible. Les opérateurs humains seront également dispersés. Tout pourra être contrôlé depuis Kiev, Lviv ou depuis des villes d'autres pays, a-t-il déclaré. Ici, à l'émission militaire, nous ne faisons pas que régurgiter des gros titres et des histoires éculées. Nous complétons les détails. Vous devez comprendre exactement ce qui se passe et pourquoi c'est important. Alors abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Aujourd'hui, la volonté et la capacité de l'Ukraine à reconstruire sa doctrine, ses systèmes d'acquisition et de ravitaillement autour de la guerre autonome, ne lui ont pas seulement donné un avantage sur la machine militaire russe, plus lente. Cela répond également à l'un des deux problèmes les plus critiques auxquels l'Ukraine est confrontée. Une pénurie de plus en plus critique de main-d'œuvre sur les lignes de front. On estime que la Russie dispose d'un avantage allant de 1,5 à 5 contre 1 selon le secteur du front. De plus, la Russie est encore capable d'attirer des centaines de milliers de recrues grâce à des salaires élevés et d'autres avantages. En revanche, l'Ukraine a été contrainte de mettre en place un programme brutal de conscription forcée, surnommé la busification, pour tenter de remplacer ses pertes. Des centaines de vidéos montrant des hommes violemment embarqués dans des bus par le TCC, les officiers de conscription ukrainiens, pour être envoyés au front, continuent d'apparaître. Des images terribles publiées par le médiateur ukrainien Dmytro Loubiné montrent ces hommes menottés au lit dans les cages d'escalier dans les centres de recrutement pour empêcher toute tentative de fuite. Selon Loubiné, le nombre de plaintes adressées au médiateur concernant les violations des droits des citoyens lors de la mobilisation a été multiplié par 333 par rapport à 2022. Cela devient un problème de plus en plus grave entre le gouvernement et la population. Loubiné affirme que ceux qui peuvent payer pour s'en sortir sont relâchés, tandis que les autres sont mobilisés sans discernement. De plus en plus de vidéos montrent la population riposter, attaquer et chasser les agents du TCC et de la police lors des tentatives de rafle dans les bus.
Dans le même temps, environ 95 000 Ukrainiens, en âge de servir, ont rejoint l'Allemagne depuis le début de 2025, soit 60% du nombre total de citoyens ukrainiens cherchant refuge sur le sol allemand. Pour aggraver les choses, en janvier, le nouveau ministre de la Défense de l'Ukraine, Mikhailo Fedorov, a révélé qu'environ 2 millions d'Ukrainiens échappaient à la conscription, tandis qu'environ 200 000 soldats ukrainiens avaient déserté leur poste sans autorisation. L'Ukraine subit une pression croissante de la part de ses soutiens pour abaisser l'âge de la conscription de 25 à 18 ans. L'Ukraine a jusqu'à présent refusé, affirmant à juste titre que cela risquerait de transformer ce que le professeur américain de relations internationales John Mearsheimer a qualifié de spirale démographique de la mort en une mort démographique. L'Ukraine fait pression sur la Pologne et l'Allemagne pour qu'elles renvoient les réfugiés en âge de servir afin de les conscrire. L'Institut pour l'étude de la guerre, ou ISW, écrit cela. En raison des frappes de drones ukrainiens, Vladimir Poutine doit convaincre une population russe fatiguée de soutenir une 5e année de guerre et d'accepter une mobilisation involontaire pour un conflit ayant déjà coûté à la Russie plus d'1 million de pertes. C'est possible, mais il semble que ce train soit déjà passé pour l'Ukraine. Le gouvernement de Volodymyr Zelensky et ses alliés occidentaux semblent prêts à combattre jusqu'au dernier Ukrainien pour affaiblir la Russie. Mais les faits montrent que la plupart des Ukrainiens ne sont pas vraiment enthousiastes. Aujourd'hui, malgré tous ces progrès en matière de technologies robotiques et sans pilote, et malgré ses nombreux succès pour infliger de graves dommages à la logistique et à l'économie russe, cette pénurie de main-d'œuvre commence à se faire sentir sur les lignes de front. Des sources occidentales comme l'ISW affirment depuis des mois que malgré ce désavantage, l'Ukraine a pris l'initiative sur le champ de bataille et a conquis plus de territoire que la Russie, ou du moins a limité ses avancées à seulement quelques kilomètres. Ils affirment que les gains mensuels moyens de la Russie au cours des 12 derniers mois n'étaient que de 108 miles carrés. Mais un examen attentif des principaux champs de bataille raconte une autre histoire, surtout là où cela compte vraiment. Dans le Donbass, les combats autour de Liman se sont à nouveau intensifiés, les deux camps se battant pour prendre l'avantage le long d'une section critique du front. Mais plus important encore, selon un nombre croissant de sources militaires ukrainiennes, certaines parties de la ceinture défensive fortement fortifiée dans l'oblast de Donetsk subissent une pression croissante. Il reste incertain comment l'Ukraine va stopper la vague. La ville stratégique de Konstantinivka a été contournée, les forces russes contrôlant désormais plus ou moins toute la ville, à l'exception de ses parties nord. Environ 12 000 soldats ukrainiens seraient encerclés, tandis que beaucoup d'autres se replient vers la ville suivante de la ceinture, Rouchkovka. Comme le dit l'expert militaire ukrainien Konstantin Machovets, quant aux perspectives tactiques au futur pour la défense de Konstantinivka, elles semblent, pour le dire gentiment, très défavorables aux forces armées ukrainiennes. Kramatorsk et Sloviansk, les deux autres villes de cette ceinture, sont désormais bien à portée des drones FPV russes et de l'artillerie de moyenne portée, avec la logistique entrant et sortant des villes sous pression constante. Les autorités ukrainiennes ont récemment ordonné l'évacuation de grandes parties des deux villes, ainsi que des localités voisines de Belankier, Malotaranovka et Privolguier, soulignant à quel point la situation se détériore. Si cette ceinture de forteresses tombe, il y aura très peu de fortifications lourdes pour empêcher les Russes de capturer le reste de l'oblast de Donetsk et d'avancer davantage. Zelensky reste catégorique. Il refuse d'accepter les demandes russes exigeant le retrait ukrainien du Donbass pour la paix. Sauf changement radical dans les semaines à venir, il risque de ne pas avoir le choix. Plus au nord, des experts ukrainiens tirent la sonnette d'alarme concernant la situation dans le centre logistique clé de Kazuchia-Lopen, dans l'oblast de Kharkiv. Des experts ont averti que la prise de la ville ouvrirait un passage aux troupes russes jusqu'aux abords immédiats de Kharkiv elle-même. Maintenant, si vous écoutez les experts militaires ukrainiens, et pas seulement la propagande alignée sur le gouvernement et occidental, la situation devient tout aussi difficile autour de la ville clé d'Orikiv, dans la région de Zaporijia, sur les approches nord de la ville de Soumy et dans d'autres directions. Peut-être que le signe le plus révélateur que les succès ukrainiens au front ne sont pas ceux qu'on prétend, est l'insistance de Volodymyr Zelensky et de ses alliés européens sur l'exigence d'un cessez-le-feu unilatéral, le long des lignes de front actuelles, comme condition d'une paix juste et durable. Il faut vraiment chercher dans les annales de l'histoire militaire pour trouver des exemples où le camp qui est en train de gagner décide unilatéralement d'arrêter ses avancées en faveur du camp perdant. La Russie rejette totalement un cessez-le-feu sur les lignes actuelles, tandis que l'Ukraine le réclame.
À vous d'en tirer vos conclusions. Pendant ce temps, des experts comme Tucker et l'ISW continuent en ordre de minimiser des sources, telles que le rapport du directeur général du Pentagone de mai 2026, qui refroidissent le récit d'une victoire ukrainienne imminente. Le rapport affirme que la Russie garde sans doute un net avantage sur l'Ukraine dans la plupart des domaines clés. Tucker rejette Switzer d'un geste et écrit « Pour mesurer l'évolution spectaculaire des perspectives de l'Ukraine, considérez ceci. En mars, la directrice du renseignement national, Tulsi Gabbard, a témoigné que la communauté du renseignement américaine estimait que la Russie avait l'avantage dans le conflit. » Tucker paraît aussi totalement inconscient, consciemment ou non, de l'impasse à laquelle l'Ukraine fait face dans un autre domaine clé. Les défenses aériennes face à la gamme croissante et sophistiquée de missiles balistiques russes. Le problème semble insurmontable lorsqu'il s'agit du système de défense aérienne dont l'Ukraine a le plus besoin, les missiles PAC-3 ou PAC-2 pour le système Patriot, de loin le système le plus efficace contre les missiles balistiques. En mai, Volodymyr Zelensky a rédigé une longue lettre ouverte au président Donald Trump, demandant en urgence la livraison accélérée de ces missiles. Cela semble avoir été ignoré, du moins publiquement. Il a également demandé une licence pour les fabriquer en Ukraine, ce qui semble également avoir été ignoré, voire rejeté, du moins publiquement. Il a ensuite réclamé à l'Allemagne des dizaines de missiles Patriot supplémentaires de ses réserves d'ici la fin de l'année. En échange, il a promis de livrer des drones intercepteurs, dont la production est prévue à l'avenir. Une réponse est attendue en juillet. Le problème pour Zelensky est qu'en raison de la guerre en Ukraine, et surtout de la lutte des États-Unis contre l'Iran, il existe une pénurie chronique de ces missiles, et la production ne suffit pas à combler ce déficit. On estime que la Russie produit jusqu'à 113 missiles balistiques, aérobalistiques et hypersoniques par mois. Pendant ce temps, bien qu'elle ait annoncé des plans pour augmenter drastiquement la production dans les années à venir, Lockheed Martin ne fabrique qu'environ 52 missiles intercepteurs, PAC-3 MSC par mois. Donc, même si chacun d'entre eux était livré à l'Ukraine, cela ne serait toujours pas suffisant, et l'Ukraine en a certainement besoin. À la suite de la frappe cynique de l'Ukraine sur un collège de formation d'enseignants qui a tué 21 adolescentes et blessé des dizaines d'autres, la Russie a intensifié de façon constante ses propres frappes de drones et de missiles à travers l'Ukraine. Les cibles incluent désormais centres logistiques, stations-service, camions et entrepôts, y compris ceux contenant de la nourriture et des fournitures médicales. Le 10 juin par exemple, le maire de Kharkiv, Igor Terikov, a signalé plus de 20 frappes avec des drones de type Gerund dans les limites de la ville, laissant derrière elles plusieurs incendies majeurs. Poutine a promis des frappes systématiques contre les centres de décision, cherchant surtout à provoquer des perturbations et du mécontentement au sein du gouvernement et de la population ukrainienne. Et c'est exactement ce que les frappes ukrainiennes de plus en plus nombreuses sur la Russie cherchent à accomplir, en forçant Poutine à accepter une défaite humiliante. Mais il y a très peu de preuves que cela fonctionne. Poutine subit une pression interne croissante en Russie, mais pas pour chercher une paix défavorable. Au contraire, la plupart des Russes réclament plus fortement qu'il cesse d'épargner l'Ukraine et la frappe bien plus durement. Alors qu'il commence à s'exécuter, Zelensky a répondu en intensifiant les frappes de longue portée de l'Ukraine à l'intérieur de la Russie. De son côté, la Russie semble adopter une attitude de plus en plus insensible face aux victimes civiles ukrainiennes, qui augmente rapidement, et Zelensky et l'Ukraine n'agissent pas de la même manière. Yulia Mendel, l'ancienne porte-parole controversée de Zelensky, qui a ensuite fui aux États-Unis et s'est retournée contre son ancien patron, a récemment résumé les risques. Si la bande de Zelensky n'accepte pas d'arrêter la guerre cet été, l'Ukraine fera face à des rivières de sang et à un hiver terrible. On nous dira à tous de tenir encore quelques mois. Encore une fois, ils affirmeront que la Russie va bientôt s'effondrer. Ceux qui diffusent ces messages ne sont pas idiots, ils pensent simplement que nous le sommes, a-t-elle dit. Néanmoins, Zelensky, ses soutiens en Europe et la presse pro-régime continuent de croire qu'une défaite dévastatrice pour la Russie est imminente. Mais à quoi ressemble vraiment une victoire ukrainienne ? Selon David Elroyan, déclarer la victoire nécessitera plus que la cessation des hostilités. Le pays envahisseur doit être considérablement affaibli pour empêcher un réarmement comme après l'invasion de la Crimée en 2014, a-t-il déclaré. En ce moment, ils consacrent environ 30% de leur économie à l'industrie de la défense, ce qui est beaucoup trop, a-t-il ajouté. Le fait que l'Ukraine consacre déjà 100% de ses recettes publiques au financement de la guerre et qu'elle dépende entièrement de l'aide étrangère et des prêts pour payer les salaires, les retraites et toutes les autres dépenses publiques semble lui avoir échappé. Sans parler du fait qu'en plus d'allouer tous les revenus de l'État à l'effort de guerre,
un soutien supplémentaire de 90 milliards d'euros, soit environ 140 milliards de dollars de l'UE, est déjà jugé insuffisant. Et l'Union européenne n'a en réalité pas l'argent à prêter à l'Ukraine. Elle utilise les avoirs russes confisqués. L'aide humanitaire à l'Ukraine a fortement chuté alors que la population déjà éprouvée en a le plus besoin. Selon l'Institut de Kiel pour l'économie mondiale, les allocations d'aide financière et humanitaire européennes sont tombées à moins d'un cinquième du niveau mensuel moyen, observé en 2025 entre janvier et avril 2026. La pauvreté, le chômage et l'insécurité alimentaire augmentent, alors même que la population continue de diminuer et que l'inflation ne cesse de grimper. Aux côtés d'un nombre croissant de voix, que vous ne verrez pas dans les médias traditionnels, l'ancien ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a également exprimé son scepticisme quant au récit selon lequel l'Ukraine aurait renversé la situation. Je n'ai pas vraiment envie d'être celui qui casse l'ambiance et empêche les gens de se réjouir, mais d'abord, en novembre, toi et moi, nous reviendrons sur le récit, sur la façon dont nous avons tous survécu à l'hiver. Ou les phrases disant qu'il y a eu un tournant dans la guerre, que l'Ukraine a tout renversé et que maintenant nous allons marcher sur le Kremlin. Tout cela n'a aucun sens. Je comprends que pour certains auditeurs, c'est pour leur état d'esprit. C'est une histoire utile. Alors, qui se berce d'illusions ou ment carrément? Est-ce que des gens comme Tucker, l'ISW et Zelensky ont raison? L'Ukraine se dirige-t-elle rapidement vers une victoire décisive qui obligerait la Russie à accepter des conditions de paix humiliantes et, au final, à un effondrement interne en Russie? Ou bien Zelensky et ses partenaires de l'UE et du Royaume-Uni détruisent-ils cyniquement le peuple et l'économie ukrainien, en poursuivant une chimère de victoire ukrainienne? Plus pertinemment, où mènent toutes les escalades de Zelensky? Tout le monde semble avoir oublié que la Russie est la plus grande puissance nucléaire du monde. Cette puissance vise à empêcher une telle défaite. Les Européens sont-ils vraiment prêts à risquer des attaques nucléaires ou une guerre totale de la Russie, avec la mobilisation de centaines de milliers de soldats? La France ou le Royaume-Uni échangeraient-ils vraiment Londres ou Paris contre par exemple Dnipro, en lançant des représailles nucléaires, si la Russie procédait à quelques frappes nucléaires? Leur population le permettrait-elle? Roman Kostenko, secrétaire du comité de défense de la Rada, a récemment mis en garde contre les risques liés à l'utilisation d'armes nucléaires tactiques par la Russie pour obtenir une percée sur le front et ou une mobilisation massive, ainsi que sur la difficulté pour l'Ukraine de les contrer. Le temps nous le dira. En attendant, nous jetons un regard vers l'avenir avec cette vidéo sur le fait que la Russie ne se remettra pas de la guerre avant les 100 prochaines années. Merci d'avoir regardé.